Madame, Monsieur, bonsoir. HMPV, H5N1, Mpox, entre les virus respiratoires hivernaux et en Europe notamment, la rougeole au Maroc et le nouveau variant de la variole du singe, faut-il s'inquiéter de ces germes qui circulent aujourd'hui dans le monde et bien sûr chez nous au Maroc? Depuis l'émergence du virus Covid-19 en Chine en 2019 qui s'est transformé en pandémie mondiale avec 7 millions de décès signalés, désormais quand la Chine tousse, eh bien le monde entier a les yeux rivés sur l'empire du milieu. Si les autorités sanitaires chinoises observent une hausse d'infections respiratoires due au métapneumovirus humain, le HMPV, l'Organisation mondiale de la santé se montre plutôt rassurante pour l'heure. En tout cas, la situation est très différente d'il y a 5 ans en effet. Le MPVH n'est pas un virus émergent, il existe depuis plusieurs décennies et une large part de la population mondiale est aujourd'hui immunisée grâce aux infections passées. Vous l'avez sans doute déjà attrapé, donc il ne faut pas vraiment s'inquiéter. Les symptômes sont très similaires à ceux liés aux quelques 200 autres virus capables de provoquer un rhume. Ce soir, on fait le point avec nos spécialistes et aussi, quid de la propagation de la rougeole au Maroc? On va en parler ce soir en compagnie. Donc nos spécialistes, professeur Jafar Haikal, bonsoir. Bonsoir. Toujours un plaisir de vous accueillir. Également. Je rappelle pour ceux qui ne vous connaissent pas encore que vous êtes professeur de médecine, infectiologue et épidémiologiste. Avec nous également, professeur Abdallah Badou, bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Très très bien, merci pour l'invitation. Merci à vous de l'accepter. Je rappelle que vous êtes professeur en médecine, infectiologue et, professeur-chercheur en immunologie à l'université Hassan II. Alors, d'abord, situation locale au Maroc. Professeur Haikal, la situation sur la rougeole et le retour de la rougeole dans notre pays? Alors écoutez, d'abord le département concerné, celui de la santé, l'épidémiologie, la surveillance épidémiologique fait son travail donc depuis plusieurs mois. Ça date pas donc d'aujourd'hui. Il y a une recrudescence donc des cas. La surveillance épidémiologique fait son travail. Il y a une recrudescence des cas dans des milieux particuliers. D'abord chez les enfants, on l'a constaté, mais également chez les adultes. On l'a vu également en milieu pénitentiaire. Mais cela est dû à plusieurs facteurs. On pourra en parler. Et la situation est sous contrôle. Mais par contre, l'enjeu majeur, et je saisis l'occasion et remercie Mehdi de nous donner l'occasion d'en parler, de l'importance de la prévention primaire et de la vaccination, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a constaté une diminution claire du nombre d'enfants vaccinés, et donc ça a joué un rôle dans la resurgence de ces nouveaux cas. Ce sont des foyers épidémiques qui sont sous contrôle, avec évidemment la surveillance nécessaire, la prise en charge par les médecins généralistes et par les pédiatres du secteur public et privé. Il faut simplement maintenir la surveillance, mais surtout attirer l'attention des familles, des mamans, des papas pour vacciner leurs enfants. Pourquoi? Parce que c'est une maladie qui peut être banale, mais une maladie qui peut être grave, voire mortelle. Pourquoi? Alors l'autre pourquoi, c'est pourquoi on ne vaccine plus les enfants contre la rougeole? Alors c'est une excellente question. Nous sommes devenus malheureusement, le Maroc est reconnu mondialement par l'OMS comme ayant un programme national d'immunisation qui a donné ses fruits depuis les années 90 et même avant. Nous avons réussi la gestion de la Covid-19. Malheureusement, pour un certain nombre donc, de circonstances, les Marocains, certains en tout cas, sont devenus des vaccinosceptiques. Ils croient moins à la vaccination, adhèrent moins à la vaccination. Qui sont ces gens-là? Est-ce qu'on parle d'une CSP particulière? Est-ce que c'est dans le rural? Est-ce que c'est dans l'urbain? C'est une excellente question. Ça touche toutes les couches de la population et ça a été quelque chose observé dans plusieurs pays à travers le monde, dans toutes les couches sociales. Ceux qui n'ont pas les moyens et ceux qui ont les moyens, après la Covid-19, au vu de ce qui s'est passé après la vaccination de la Covid-19, les gens commençaient à se poser la question sur l'intérêt de la vaccination. Or, la rougeole, son vaccin est efficace depuis plus de 60 ans, je le rappelle, a sauvé des millions donc de vies. Je vous rappelle uniquement les dernières données de l'OMS de 2023. Il y a eu quand même à peu près plus de 200 000 cas de vies sauvées grâce à la vaccination et d'autres situations où malheureusement on a eu des décès, plus de 100 000 décès par manque de vaccination ou insuffisance. Donc la vaccination est efficace en l'occurrence dans ce cas. Professeur Badou, vous approuvez, je vois que vous acquiescez. Alors une question, on en a parlé juste avant le début de cette émission, j'aimerais qu'on la partage aussi avec nos téléspectateurs. Il y a des personnes qui sont vaccinées mais qui attrapent quand même le virus et qui sont malades en fait tout simplement.
Globalement, on va attraper le virus, même lorsqu'on est vacciné. Mais lorsqu'on est vacciné, ça veut dire que nous avons un système immunitaire qui a déjà vu le virus. Qu'est-ce que le système immunitaire fait en général? Lorsqu'il a déjà vu le virus, ça veut dire qu'il a tout l'arsenal qu'il faut pour, lorsqu'il rencontre le virus la deuxième fois, la réponse immunitaire, nous, on dit qu'elle est très rapide et elle est très ample, ça veut dire qu'elle est efficace. Donc on aura une maladie, mais la maladie sera beaucoup plus atténuée. Le problème qui se pose, et là ça souligne encore une fois l'importance de la vaccination, nous l'avons vu durant la pandémie Covid-19, on le voit encore une fois. Le problème qui se pose, c'est qu'avec les personnes qui sont un peu immunodéprimées, les personnes qui ont un système immunitaire qui est affaibli, ben c'est normal qu'ils vont, chez ces personnes-là, on va voir la maladie, on va la voir plus atténuée, mais on va voir quand même la maladie. Lorsque la personne est on appelle ça immunocompétente, c'est-à-dire qu'elle a un système immunitaire qui est compétent, ben elle pourra combattre la maladie plus efficacement. Lorsqu'elle est immunisée, ça veut dire qu'elle pourra attaquer la maladie encore plus efficacement. Pourquoi? Parce qu'elle avait déjà vu des composantes du virus en question et donc ce qu'on appelle une réponse mémoire. Cette personne-là a une réponse mémoire. Tout cela souligne l'importance de la vaccination. Les gens doivent comprendre mais que en la fait, vaccination... il faut se vacciner contre tout. C'est-à-dire qu'il faut se vacciner contre la grippe hivernale. On sent que là, ça fait beaucoup d'injections non, mais quand même. Il faut se vacciner contre des virus qui sont dangereux, j'allais dire. Et c'est surtout pour les personnes qui sont déficientes ou immunodéprimées. Donc, c'est surtout ces personnes-là qui doivent se vacciner pour éventuellement pallier à une éventuelle maladie grave. Mais les personnes qui sont bien portantes, c'est pour cela qu'on préconise le vaccin, par exemple, de l'influenza, à des personnes qui sont assez âgées, des personnes qui présentent des maladies secondaires, des maladies chroniques et tout cela. Mais tout cela, bien évidemment, nous ramène encore une fois à l'importance de la vaccination et la sensibilisation. Les gens doivent comprendre que... Mais ça, ce n'est pas qu'au Maroc, hein, c'est à travers le monde. Et la Covid-19, bien évidemment, il y avait une pandémie, il y avait des choses négatives, beaucoup de choses, mais il y avait également des choses positives, mais parmi les choses négatives, c'est cette impression négative que les gens en général ont eue envers le vaccin. Mais ça, pas qu'au Maroc, c'est à travers le monde. Et on peut revenir, je pense qu'on doit revenir à ça. Pourquoi? Parce que les gens doivent comprendre. On ne doit pas revenir au Covid. Hein. Non, pas au Covid. On doit revenir à l'importance de la vaccination. Les gens doivent comprendre, parce qu'on a l'impression que de plus en plus les gens ne vaccinent plus leurs enfants, hein, et pas qu'au Maroc, hein, à travers le monde. On parle des vaccins contre la rougeole. Quel autre Et d'autres vaccins. Oui. Je parle par exemple du HPV, qui est un vaccin essentiel de prévention contre le cancer du col utérin, qui tue 8 femmes au Maroc tous les jours. Donc attention, la vaccination, il ne faut pas qu'on soit des vaccinosceptiques. Bien sûr, nous avons tous vécu des moments pénibles, compliqués, et le Maroc a très très bien géré la Covid-19, mais il ne faut pas que ça nous mène à un rejet de stratégies de prévention, comme l'a dit mon professeur Badou, qui sont efficientes et efficaces. Le vaccin de la rougeole, le vaccin de l'hépatite, le vaccin anti-HPV contre le cancer du col utérin, les vaccins infantiles, les autres vaccins, attention, qui sont importants. Donc c'est pour vous, pour se prémuniser ou pour se préparer, est-ce qu'on est bien préparé au Maroc pour faire face à ces épidémies? Pas une pandémie, mais en tout cas à ces épidémies. Est-ce que c'est que la sensibilisation et ce qui a été fait depuis la Covid-19 au Maroc? Est-ce que c'est maintenu et ça nous permet de mieux réagir si, il y a une nouvelle épidémie qui se propage? Alors, je vous remercie de cette question qui est fondamentale. Il ne faut pas qu'on oublie, comme l'a dit le professeur Badou, la stratégie préventive. C'est le vaccin, mais également les mesures préventives. Ça veut dire, par exemple, quand vous avez un enfant qui est malade et qui a la rougeole, il ne faut pas le mettre en contact avec d'autres enfants. Attention, quand on a une infection respiratoire, il faut le port du masque, il faut la distanciation physique, il faut se laver les mains. Donc oui, le vaccin, mais il y a les autres mesures préventives. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect que nous a appris la Covid-19, c'est la résilience des systèmes de santé. Il faut mieux se préparer. Tout le monde entier n'était pas préparé. Maintenant, on le sait un peu plus. Il faut préparer les services, il faut l'organisation, la gouvernance du système de santé, préparer les chercheurs en immuno, en laboratoire, mais également les réanimateurs, mobiliser des lits hospitaliers, organiser le flux de patients. Tout cela, c'est de la résilience d'un système de santé. Et il va falloir, et on en a parlé d'ailleurs avec vous, se préparer pour les prochaines années. Pourquoi? Parce qu'il y aura de plus en plus de zoonoses.
Pourquoi? Parce que nous avons modifié notre environnement. Qu'est-ce que les zoonoses? Les zoonoses, ce sont les maladies transmises de l'animal à l'homme. Comme le H1N1, comme Ebola, comme beaucoup de maladies, comme la toxoplasmose. Comme la variole du singe, voilà, comme son nom l'indique d'ailleurs. Il y a beaucoup donc de pathologies. Pourquoi? Parce que l'environnement humain et l'environnement animal et l'environnement au sens large aujourd'hui sont liés. D'ailleurs, on parle de One Health, une seule santé, une santé globale. Et on est en contact avec les animaux, avec notre environnement. Donc, il faut qu'on se prépare. Le Maroc a bien géré la Covid-19, mais l'Aqdarallah, comme vous l'avez bien dit, on ne le souhaite pas. Mais il peut y avoir d'autres crises sanitaires. Il faut qu'on soit préparé. Et la première préparation, comme l'a dit mon ami, sensibilisation, éducation et prévention. J'ai envie de revenir à ce point-là, si vous permettez. Sommes-nous suffisamment préparés au Maroc? Ça, c'est une question clé. J'ai envie de rajouter quelques éléments par rapport à ce qu'a dit mon ami professeur Jafar Haïkel. Ça, c'est une question clé. Et au fait, on se pose la question au Maroc, mais à travers le monde. Est-ce qu'on est prêt éventuellement, on est préparé à une éventuelle épidémie ou pandémie? Question clé. On a besoin de quoi finalement? On a besoin d'un système de détection précoce. Et là, c'est un point que professeur Jafar Haïkel a souligné qui est très important. On parle de One Health. Lorsqu'on a, par exemple, on détecte un virus pour la première fois, on va le détecter dans les eaux usées avant même qu'il atteigne les personnes. Oh, wow. Donc on parle de One Health. Donc les personnes aujourd'hui, lorsqu'on va parler d'un système de détection, il ne suffit pas de diagnostiquer la maladie chez les humains. Il faut également il faut diagnostiquer le virus un peu partout, dans l'environnement. C'est pour cela qu'on parle de One Health. Et ça, on sera amené de plus en plus à des maladies comme ça. Pourquoi? Parce que il y a un changement climatique, il y a plus de contact avec les animaux, il y a une dynamique de la population à travers le monde, on voyage tellement beaucoup. Donc, il va falloir bien évidemment détecter éventuellement les virus au niveau de l'eau, au niveau des animaux. Et c'est ça ce qu'on appelle le One Health. Ça, c'est le premier point, la détection. Le deuxième point, est-ce qu'on est préparé? Est-ce qu'on est capable aujourd'hui de développer des thérapeutiques? Est-ce qu'on est capable de développer des vaccins? Le troisième point, qui est très très important, est-ce qu'on travaille en collaboration à travers le monde? On doit être en contact avec les autres organismes internationaux. Alors, vous dites on doit. Est-ce que ça se fait aujourd'hui au Maroc? Est-ce que ça se fait aujourd'hui ou pas? Moi, j'essaie juste de donner les éléments clés que je vois comme étant clés aujourd'hui pour se dire est-ce qu'on est préparé ou pas? D'accord, c'est aux gens de co-tutelle de voir est-ce qu'on est prêt ou pas. Mais c'est ça les éléments que je vois essentiels aujourd'hui lorsqu'on parle de détection précoce, très, très, très rapide, lorsqu'on parle de thérapeutique, lorsqu'on parle de vaccins. Ça, c'est des éléments pour moi, c'est des éléments clés pour dire est-ce qu'on est préparé ou pas. Pour répondre à votre question, je pense qu'on est mieux préparé qu'avant la Covid-19, mais il y a encore des challenges devant nous, il y a encore des défis qu'il va falloir relever, mais bien évidemment, on est mieux qu'avant la Covid-19. Est-ce que c'est une nouveauté ou le nombre de virus, comme en fait, de ces épidémies, est en train d'augmenter, ou c'est une impression peut-être biaisée? Après la Covid-19, on fait beaucoup plus attention à ce qui circule dans le monde, professeur Haïkel. Bon, comme l'a dit le professeur Baddou, d'abord, on maintenant réfléchit plus One Health, Global Health, c'est-à-dire la santé globale. Et donc, on sait qu'il y a une interaction entre l'être humain, l'animal et l'environnement de plus en plus important. Et deuxième chose, on a amélioré nos techniques diagnostiques. D'ailleurs, vous avez un immunologiste en face. Oui. Avant, on n'avait pas cette capacité. Aujourd'hui, on a eu cette capacité de faire... D'ailleurs, la PCR s'est très bien développée et a été plus connue, en tout cas dans le secteur privé, dans les laboratoires, nous a permis de faire des diagnostics et une avancée importante. Donc, on diagnostique plus. Et troisième chose qui est importante, c'est qu'il y a des maladies, on disait avant, émergentes, mais également réémergentes. Des maladies qui ont entre guillemets un petit peu donc disparu et qui reviennent à la faveur des changements de cette interaction entre l'humain, l'animal et l'environnement et d'autres nouvelles qui vont apparaître. Nous aurons de nouvelles maladies. La Covid-19, Khadija, on ne la connaissait pas. On connaissait le SARS-CoV-1, on ne connaissait pas la Covid-19. Il est possible que de nouveaux virus soient nouveaux, totalement, et d'autres que nous avions pensé avoir totalement combattus ou totalement contrôlés vont réapparaître à la faveur de nouveaux facteurs favorisants. Et les facteurs favorisants, malheureusement, ça peut être les conflits, ça peut être les guerres, ça peut être les désastres naturels, ça peut être d'autres phénomènes naturels ou climatiques. Et ça, malheureusement, ce n'est pas des choses qui sont sous notre contrôle. Nous, on arrive en aval,
on arrive en aval, mais en tout cas, on est mieux préparé. Et une chose très très importante, c'est que le Maroc a quand même eu cette initiative royale importante de souveraineté sanitaire, ne l'oublions pas, qui est extrêmement importante, de se préparer à avoir une sorte d'autonomie dans la capacité de réagir aux crises sanitaires. Et ça, surtout que l'OMS a listé 30 agents pathogènes et plus susceptibles de déclencher la prochaine pandémie. Tout à fait. On parle d'une trentaine, hein, là, c'est pas que le Covid-19. Oui, tout à fait. J'ai juste envie de rajouter quelque chose dans ce contexte. Lorsqu'on parle de est-ce qu'on est préparé, il y a plusieurs éléments. Il y a plusieurs éléments lorsqu'on parle, par exemple, de détection, dans kit de diagnostic, génération ou conception de kit de diagnostic. Donc, on a besoin de matières premières, on a besoin de rapidité. Lorsqu'on parle de thérapeutique, lorsqu'on parle de vaccins, tout ça, on parle de recherche finalement scientifique. Et la recherche scientifique, il y a plusieurs types. Oui. On peut parler de la recherche, ou bien on va parler de la recherche clinique, ou bien on va parler de la recherche translationnelle, ou bien on va parler de la... Et tous ces types de recherche sont liés. Il faut s'en occuper et très très rapidement. Mais il y a un centre international pour la prévention des pandémies qui a été créé par l'OMS en 2021. Oui, mais ça c'est très important. On parle de One Health. Oui. Bon, oui, parce que One Health, oui, mais One Health et plusieurs systèmes de santé, des pays selon leurs moyens, etc., etc. Donc, on ne peut pas vraiment parler de One Health sous tous ces aspects. Oui, mais le One Health, c'est un concept. Mais encore faut-il localement avoir tout ce qu'il faut pour se préparer lorsqu'on parle de diagnostic, lorsqu'on parle de détection, par exemple, d'un virus, d'un nouveau virus, on va dire réémergent, ça veut dire avec de nouvelles mutations, ça veut dire qu'il va falloir générer un nouveau kit de diagnostic, il va falloir le générer rapidement, hein, et ainsi de suite. Dans le pays, il va falloir le générer très rapidement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on on a tout ce qu'il faut, on a ce qu'on appelle un workflow qui est déjà mis en place et qui est rodé, hein, qui va nous permettre très très rapidement, hein, de générer ce kit. Combien ça coûte entre la recherche et le développement pour le mettre sur le marché? C'est pas très cher. Pour moi, le problème aujourd'hui, le challenge aujourd'hui au Maroc, ce n'est pas le coût. Ce n'est pas le coût. C'est juste organisation. C'est organisation plus. Gouvernance. C'est ça ce qui, pour moi, le challenge. Eh bien, il y a la Haute Autorité de la Santé qui a été créée. Parlons-en, justement. Ça devrait favoriser cette souveraineté sanitaire voulue par la plus haute autorité de l'État, Sa Majesté le Roi Mohamed VI. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous sommes face à des challenges. Quand on parle de 30 agents pathogènes, quand j'ai lu ça, ça m'a donné froid dans le dos. Et puis bon, il faut bien se préparer. Et la volonté est là. Quid de l'exécution? Professeur Heikel. Alors, la Haute Autorité de Santé, d'abord, on est heureux, on est ravis qu'elle soit là. Sa Majesté a nommé son président. On lui souhaite beaucoup de succès, en coordination avec le ministère de la Santé et les autres organismes de tutelle, qui sont l'enseignement supérieur, les facultés, les universités, etc. Maintenant, la Haute Autorité de Santé, il ne faut pas encore lui donner trop de charges. La Haute Autorité de Santé, c'est un avis technique et scientifique qui va orienter et qui va donner au pouvoir public tous les outils éléments pour, par exemple, gérer des crises sanitaires, pour réagir, pour organiser. Et donc, ça va être un organe extrêmement important, technique, d'évaluation et de proposition de stratégie et de décision dans le domaine technique et scientifique. Le rôle de la Haute Autorité de Santé, ce n'est pas de gérer le quotidien, ce n'est pas de gérer le système de santé. Clairement pas. Mais elle va jouer un rôle, par exemple, pour nous donner des orientations stratégiques avec des chercheurs. Elle aura des commissions scientifiques pour dire qu'est-ce qu'on fait si on a telle crise, qu'est-ce qu'on fait si on a tel agent pathogène, comment on va développer des kits de diagnostic, comment on va faire la recherche scientifique. Et donc, elle va être un organe de coordination, c'est un organe de régulation et qui est extrêmement important en laissant à l'État et au ministère son rôle régalien de concepteur des politiques publiques, mais la Haute Autorité de Santé, elle aura un rôle crucial, à mon sens, en tout cas dans les crises sanitaires. Est-ce que là, on est en train de parler d'un département ou de deux départements? Est-ce qu'on est dans l'industrie ou on est dans la santé? Dans l'industrie, vous voulez dire... Quand on parle de l'élaboration de kits de dépistage, de vaccins, où se situe? Pour moi, c'est très complémentaire. Oui. Pour moi, c'est très complémentaire. On doit travailler vraiment en coopération et on doit communiquer entre nous. Je vais vous donner un exemple. Comment je vois la chose, par exemple, si l'on parle, par exemple, de génération d'un vaccin, je vois un volet conception, je vois un volet recherche et développement qui peut se faire au niveau d'université, mais après, je vois un volet, ce qu'on appelle scalability, c'est-à-dire augmentation
à des millions. Sur une économie d'échelle, en tout cas. Là, voilà. on va passer au privé. Bien sûr. C'est cette coopération publique-privée que je vois très importante. Mais on ne va pas faire de la recherche et développement. Comment on peut faire de la recherche s'il n'y a pas de budget pour la recherche dans les universités? Ou pas assez de budget dans les universités? Mais ça, par contre, j'ai envie... Il y a une bonne nouvelle, pour moi en tout cas, qui fait que ça, que beaucoup de recherches. Ça avance, ça s'améliore. C'est pour cela que j'ai dit tout à l'heure, du point de vue budget, c'est mieux, ça va mieux. Et puis le budget, en général, pour les gens qui sont actifs en matière de recherche scientifique, savent que la recherche, on ne doit pas se contenter de l'argent de l'État dans la recherche. Il y a plusieurs organismes internationaux auprès desquels on peut déposer des demandes de financement, et en général, ça marche. Et donc, je réitère encore une fois, et c'est un point auquel j'ai envie de revenir, qui a été soulevé tout à l'heure par mon ami professeur Heikel, l'orientation versus l'implémentation. Oui. Souvent, l'orientation, ça marche très bien, mais lorsqu'on arrive à l'implémentation, c'est là où le bas blesse. Et c'est ça ce que bien sûr, la haute autorité santé, c'est très important, on doit l'avoir pour mettre les grandes orientations, mais il ne faut pas confondre ça avec l'implémentation sur le terrain. Et c'est ça souvent où on a des difficultés. Mise en œuvre. Dans la mise en œuvre, exactement. C'est-à-dire que, in fine, ce que vous disiez à l'instant, et c'est très important, cette différenciation du rôle de chacun, si la haute autorité de la santé est là pour donner un peu les grandes orientations, les départements de tutelle sont là pour exécuter finalement. Oui, et plus ils sont là pour élaborer les politiques, demander un avis à la haute autorité de santé, un avis technique et scientifique sur des décisions stratégiques de lutte et de prévention pour les maladies, mais la mise en œuvre sur le terrain, ça sera, et là aussi, ce sont des nominations royales, ce sont les groupements sanitaires territoriaux, les 12 groupements sanitaires territoriaux, qui vont être responsables de la mise en œuvre de la politique de santé de l'État au niveau de chaque région, parce que le Maroc est dans la régionalisation avancée, et ça sera une chose extrêmement importante. Donc, un organe régulateur politique, organe technique et scientifique et organe de mise en œuvre. Avec partenariat public-privé. Tout à fait. Surtout, et c'est tout bénef, j'ai envie de dire, pour tout le monde. Pour tout le monde. Alors, justement, dernière question. Si ça prend du temps à être exécuté, que risque-t-on, tout simplement, au Maroc? Vous voulez dire la stratégie? C'est-à-dire la stratégie de lutte contre ces épidémies et des pandémies futures. Parce que l'OMS, oui, d'accord, elle rassure par rapport à cette vague aujourd'hui qui touche la Chine, mais elle dit quand même qu'il reste une trentaine d'agents pathogènes qui sont susceptibles de déclencher une pandémie. Alors, nous, on a eu de la chance quand même, et le Maroc est un cas d'école qui a été montré partout dans le monde, la gestion de la Covid-19. Qu'est-ce qu'elle nous a montré ? Elle nous a montré nos points faibles, mais nos points forts également. Et elle nous a montré l'importance de la collaboration intersectorielle. Vous l'avez vu, hein, la crise sanitaire ne dépend pas uniquement du ministère de la Santé et de la Protection sociale. C'est le ministère de l'Intérieur, c'est l'économie et les finances, c'est le commerce et l'industrie, c'est l'enseignement supérieur, c'est l'agriculture, c'est plusieurs départements ministériels. Donc la collaboration intersectorielle est cruciale. Qu'est-ce qu'elle a voulu également montrer, cette crise ? C'est la rapidité, l'a dit le professeur Bedou, c'est notre rapidité d'action, la résilience, mais rapide. Est-ce qu'on va faire des kits de diagnostic? Est-ce qu'on va mobiliser l'industrie? On va se mobiliser le secteur privé, qui on va mobiliser pour travailler ensemble. La même manière, avoir un système de santé qui est ubiquitaire et équitable entre le privé et le public. D'ailleurs, la crise Covid-19 l'a montré. Et enfin, grâce à vous d'ailleurs aussi, les médias et les journalistes, c'est la communication et l'information qui est un outil extrêmement important de lutte contre les crises sanitaires. Parce que si on n'a pas un bon outil de communication, les fake news, lorsqu'on n'a pas donné la bonne information au bon moment et aux bonnes personnes, eh bien on n'aura pas les bons... Par exemple, la vaccination, par exemple, la prévention primaire, l'éducation pour la santé, la sensibilisation, la distanciation physique, le port du masque, le lavage des mains. Tout ça, c'est grâce à vous, grâce aux médias, grâce aux journalistes, grâce aux professionnels donc, de santé. Mais encore une fois, si on ne réussit pas ce challenge de travailler ensemble, et Sibeth l'a dit, la gouvernance d'un modèle organisationnel, là, bien entendu, ce sont des risques majeurs parce que le risque, c'est quoi? La santé des populations. Merci beaucoup. Merci, professeur Jafar Heikel. Merci à vous également, professeur Abdellah Badou. Mais en tout cas, il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Non. Actuellement, non. Actuellement, non. Voilà, comme ça, on finit quand même sur une note positive dans cette veille de week-end. Voilà. Merci de nous avoir suivis. Excellente soirée et très bon week-end à vous.